Bonjour, bonsoir à tous, passionnés du ciel ou simples curieux. On les a que très peu évoqués dans une précédente vidéo avec les ballons à hydrogène allemands sillonnant les cieux de l'Atlantique. Aujourd'hui, une vidéo totalement consacrée à cette race d'engins. Je parle bien évidemment des ballons dirigeables. Les ballons dirigeables, ou dirigeables, sont des appareils plus légers que l'air, c'est-à-dire qu'ils obéissent pas, ou peu, aux lois concernant la portance d'un appareil plus lourd que l'air muni d'ailes. Mais nous verrons aussi dans cette vidéo que les dirigeables aussi peuvent générer de la portance. Ces appareils sont composés d'une cabine, dans laquelle on peut trouver les servitudes, le poste de pilotage et éventuellement l'emport d'une charge utile. Cette cabine est accrochée au-dessus d'un ballon, et c'est ici qu'on va faire la distinction entre trois différents types de dirigeables. Les dirigeables souples, semi-rigides et rigides. Les dirigeables souples ont un ballon qui est en fait une enveloppe qui est remplie de gaz. Sous cette enveloppe, on trouve la cabine, et celle-ci est accrochée au ballon seulement par des câbles. Ces câbles sont soit des câbles qui traversent de part en part le ballon, soit directement des câbles qui enlacent celui-ci. Par conséquent, les moteurs ne peuvent se situer que sur la cabine et prennent appui sur elle. Les dirigeables semi-rigides ont quant à eux une enveloppe dans laquelle il y a une armature. C'est pas sur cette armature que repose l'enveloppe, mais sur celle-ci reposent tout de même les moteurs, les gouvernes et la cabine. Par conséquent, les moteurs peuvent être totalement déportés de la cabine et cela apporte un meilleur confort de voyage. Ainsi, on n'a pas de vibrations ni de bruit qui viennent déranger les éventuels passagers. Et enfin, nous allons parler de la catégorie de dirigeables la plus connue du grand public, à savoir les dirigeables rigides. Ce sont de véritables cathédrales de fer qui soutiennent les cabines, les moteurs, ainsi que l'enveloppe. Et le gaz n'est pas stocké dans l'enveloppe, il est stocké dans des poches qui se situent entre les différents cadres transversaux qui composent l'armature du dirigeable. Ainsi, contrairement à ce que l'on peut penser, dans l'enveloppe du dirigeable, il y avait aussi des espaces pour la charge utile et d'éventuels passagers, comme cela fut le cas pour le Hindenburg ou le Graf Zeppelin. L'enveloppe, en coton durant les débuts et en fibre synthétique aujourd'hui, est remplie d'un gaz, que ce soit de l'hélium ou de l'hydrogène. La sélection naturelle, ou l'histoire, comme vous voulez, a fait qu'aujourd'hui c'est seulement l'hélium qui est utilisé pour ses propriétés non inflammables. En effet, l'hydrogène a tendance un peu à exploser quand on le veut pas. On va pas se le cacher. De toute façon, que ce soit de l'hélium ou de l'hydrogène, ça revient presque au même. En effet, ces éléments, à l'état gazeux, dans des conditions de pression et de température normales, ont une masse molaire et par conséquent une masse volumique bien inférieure à celle de l'air, qui elle est composée de nombreux éléments qui ont une masse molaire et donc une masse volumique bien supérieure. Cette différence de masse volumique, ou de densité comme vous voulez, va faire que le gaz à l'intérieur de l'enveloppe du dirigeable va subir une force extérieure venant de l'air lui-même qui va faire que le dirigeable va monter vers le haut. C'est ce que l'on appelle la poussée d'Archimède. Ainsi, pour que le dirigeable puisse monter, donc du coup que le dirigeable soit plus léger que l'air, ou tout simplement être en vol stationnaire, ou alors que le dirigeable soit à masse égale par rapport à l'air. Il faut que le poids de son enveloppe, du gaz contenu à l'intérieur, de la cabine et de la charge utile soit exactement inférieur ou alors égal à la masse d'air que déplace le dirigeable. Oui, c'est exactement comme pour les bateaux. Du fait des caractéristiques que je viens de vous décrire, un dirigeable ne dépense aucune énergie à se sustenter. Ainsi, les moteurs servent uniquement au déplacement de l'appareil et non à rester en l'air. C'est une économie énorme de carburant par rapport aux avions et aux hélicoptères. On a vu comment les dirigeables pouvaient se sustenter, mais sauf que le propre de ces appareils est bien sûr de se diriger dans l'air. Ainsi, pour pouvoir agir sur les différents axes que sont le tangage, le roulis et le lacet, on utilise différents procédés. Sur les premiers dirigeables, on utilisait uniquement des gouvernes qui étaient positionnées proches des hélices ou alors à une extrémité de l'appareil. Mais l'action de ces gouvernes était tout de même lente et il fallait un autre procédé complémentaire à celui-ci pour que les dirigeables soient plus efficaces et plus manœuvrables. Plus tard, on inventa ce que l'on appelle la gestion de poussée vectorielle. En clair, les moteurs sont dirigés dans le sens dans lequel on veut que le dirigeable aille. Ainsi, la poussée donne la direction du mouvement.
Lorsque le dirigeable évolue en régime de croisière, il garde toujours une assiette un peu accabrée. La forme de son enveloppe fait que le flux d'air qui passe autour de celle-ci va générer une portance résiduelle. Celle-ci vient s'additionner à la poussée d'Archimède et va faire monter le dirigeable vers le haut et lui donnant ainsi un poids apparent nul. Sur les premiers dirigeables, cet effet était donné par les gouvernes, mais plus tard on inventa les ballonnets d'air qui fonctionnent un peu comme des compensateurs sur un avion. En effet, lorsque l'on gonfle d'air le ballonnet situé à l'arrière de l'appareil et que l'on dégonfle celui situé à l'avant, alors le gaz de l'enveloppe est poussé à l'avant de l'appareil. Cette quantité de gaz supplémentaire à l'avant de l'appareil va créer une poussée d'Archimède plus grande à l'avant de celui-ci. Et cette différence de pression entre les deux parties va faire que l'appareil va cabrer. On obtient l'effet inverse si on gonfle le ballonnet avant et que l'on dégonfle le ballonnet arrière de l'appareil. Celui-ci va piquer du nez. Mais ces ballonnets ont aussi un autre rôle qui est très important pour le vol en entre guillemets haute altitude. Plus on monte en altitude, plus on perd en température. Ainsi, selon le gradient standard, on perd environ 2 degrés tous les 1000 pieds jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, les débuts de la stratosphère. En connaissant la loi des gaz parfaits, qui établit une liaison de proportionnalité entre la pression, la température et le volume d'un gaz, on sait alors que plus on perd de température, plus le gaz perdra en volume. Ainsi, plus on monte en altitude, plus on perd en pression atmosphérique, et donc plus la masse volumique de l'air diminue. Le gaz contenu à l'intérieur de l'enveloppe ayant une pression et un volume propre lors du décollage de l'appareil, celui-ci va se détendre lors de la prise d'altitude pour égaliser le différentiel de pression qu'il existe entre l'air à l'extérieur et le gaz qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Ainsi, pour éviter que l'enveloppe se détende de trop et que celle-ci vienne à se déchirer, avant le décollage de l'appareil, on gonfle au maximum les ballonnets d'air et on les dégonfle graduellement lors de la prise d'altitude. Ce dégonflement des ballonnets d'air va laisser plus de place au gaz porteur qui pourra se détendre sans déchirer l'enveloppe ni même la déformer. On fait l'action inverse lors de la redescente du dirigeable, on prélève de l'air à l'extérieur pour gonfler les ballonnets au maximum. Dans le cas des dirigeables rigides, on n'a absolument pas besoin de ballonnets, en effet le gaz à l'intérieur de toutes les poches du dirigeable est à pression atmosphérique. Et là je sais très bien ce que vous allez me dire. Bon prof, reprends tes pilules et continue à nous parler d'aviation là. De toute façon les dirigeables on n'en voit jamais voler et tout le monde s'en fout. Or non, les dirigeables font partie intégrante de l'histoire de l'aviation. Ils sont arrivés avant les premiers avions motorisés et les pionniers de l'aviation qui ont créé plus tard des avions se sont tout d'abord essayés aux dirigeables comme par exemple le français Alberto Santos Dumont. Ils permirent de nombreuses avancées et aussi d'ouvrir la voie à la reconnaissance aérienne militaire avant même l'arrivée des premiers avions sur les fronts de la Grande Guerre. Ils connurent leur âge d'or durant l'entre-deux-guerres où on vit des dirigeables faisant la taille de paquebots évoluer dans les cieux. Ces appareils, allemands pour la majorité, transportaient des centaines de passagers au-dessus de l'océan Atlantique jusqu'à tomber en disgrâce après l'accident du Hindenburg à New York. A partir de ce moment-là, ils furent rangés dans les oubliettes, mais aujourd'hui, ils tentent leur grand retour. Ils possèdent de nombreux avantages. En effet, ils peuvent transporter des charges hors gabarit pour les avions, bateaux, camions, sur de longues distances et à travers les cieux. Ils n'ont besoin d'aucun aménagement vu qu'ils atterrissent et décollent à la verticale et ce sont des appareils extrêmement économes du fait qu'ils n'ont pas besoin d'énergie pour assurer leur sustentation. Aujourd'hui, on parle même de dirigeables opérés par la NASA qui vont être lancés sur la planète Vénus, deuxième planète tellurique du système solaire, et qui vont explorer son atmosphère. Mais sauf que, aujourd'hui encore, on a toujours l'image du dirigeable comme un appareil futile sillonnant les cieux et faisant de la pub pour de la bière bon marché. Mais moi en tout cas, je reste songeur et me prends à rêver, en me disant qu'un jour on aura tous notre dirigeable portatif sur le dos et on évoluera dans le ciel, aussi loin que notre imagination le pourra. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Alors je tiens à remercier Thibaut Prou, une personne qui travaille dans le domaine des dirigeables et qui m'a abordé sur Twitter et qui m'a donné énormément d'informations très utiles. Donc merci à toi, je mets ton site en description. C'est un site qui parle d'aviation en général, mais qui parle aussi de dirigeables. Et c'est d'ailleurs sur celui-ci que je me suis énormément documenté pour faire cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et aller sur mon site internet pour voir des sujets qui sont très intéressants aussi. Et en attendant, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à la prochaine.